30 000 cadavres couvriront cette terre espagnole sèche, bien avant que le soleil ne touche l'horizon. Mais pour l'instant, dans la brume matinale, on n'entend que le grincement des ceintures de cuir et la respiration lourde de dizaines de milliers d'hommes prêts à tuer. C'est le 17e mars de l'an 45 avant notre ère. Jules César, le souverain quinquagénaire de Rome, se tient devant son armée et sent un sueur froide couler le long de son dos. Il ne devrait pas être ici. Il a déjà vaincu tous, les Gaulois, les Germains, Pompée le Grand lui-même. Mais la guerre, semblable à une hydre maudite, a fait repousser de nouvelles têtes, et aujourd'hui, ces têtes appartiennent au fils de son ennemi défunt. Regardez son visage. Ce n'est pas le visage d'un triomphateur. C'est le visage d'un loup acculé qui comprend que, aujourd'hui, il devra peut-être accomplir l'impensable simplement pour survivre jusqu'au soir. Et cet acte sur lequel les historiens débattront pendant des millénaires bouleversera la conception de ce dont un homme est capable au bord de l'abîme. La guerre dure déjà 4 années infinies, transformant les provinces florissantes en cimetières. Pourquoi l'homme le plus puissant du monde antique est-il à nouveau forcé d'avaler la poussière à la périphérie de la civilisation? La réponse réside dans l'incroyable vitalité de ses ennemis, qui ont rassemblé sous leur bannière tous ceux qui haïssent le nouvel ordre. L'historien antique Appien, dans ses œuvres, indique que cette campagne fut le dernier et le plus désespéré accord de la guerre civile, quand les deux camps comprenaient « il n'y aurait pas de prisonniers ». Ceux qui se tenaient de l'autre côté du champ s'appelaient le parti des optimates. C'était l'élite politique, les aristocrates qui se considéraient comme les meilleurs hommes de Rome et les défenseurs de la République, prêts à détruire l'État plutôt qu'à le livrer à un dictateur. Ils étaient semblables à une vieille fondation de bâtiment qui s'est fissurée, mais qui continue à supporter le poids immense des traditions séculaires, refusant de s'effondrer définitivement. Mais ce qui était le plus terrifiant pour César, ce n'était pas le nombre d'ennemis, mais un visage spécifique qu'il distinguait dans les rangs adverses à travers les nuages de poussière. De l'autre côté, commandant les troupes, se tenait un homme qui connaissait chaque mouvement de la pensée de César, chaque tactique et chaque faiblesse. Titus Labienus n'était pas simplement un général ennemi. Pendant 10 ans en Gaule, il avait été la main droite de César, son ombre, son meilleur ami. L'auteur des Commentaires sur la guerre d'Espagne, témoin de ces événements, décrit avec une précision terrifiante comment la haine personnelle de l'ancien ami transforma cette bataille en un carnage sanglant, où la tactique céda la place à une fureur bestiale. L'officier supérieur, chargé de commander une légion ou une armée entière au nom du général en chef, s'appelait légat. C'était un homme investi du pouvoir de l'empereur, ses yeux et ses oreilles. Et c'est précisément Labienus, ayant été le meilleur légat de César par le passé, qui était devenu à présent son pire cauchemar. Le terrain autour de la ville de Munda ressemblait à un gigantesque amphithéâtre créé par la nature pour l'acte final de la tragédie. Les collines, entaillées par des ruisseaux, donnaient une impression trompeuse de protection, mais étaient en réalité un piège mortel pour l'assaillant. Plutarque nous rapporte un détail important. César était arrivé ici après une marche épuisante. Ses hommes étaient exténués, tandis que l'armée des fils de Pompée et de Labienus occupait une hauteur fortifiée, attendant comme un prédateur sur son rocher. L'avantage de la hauteur dans un combat antique était un facteur critique, comparable à la possession d'une mitrailleuse dans un affrontement moderne. Car les javelots volaient plus loin, et les coups de bouclier d'en haut étaient dévastateurs. Le rapport des forces fait frémir le cœur. Contre 8 légions clairsemées, épuisées par des campagnes interminables, de César se dressaient 13 légions ennemies au complet. Selon les estimations variées des historiens modernes, l'armée pompéienne comptait de 50 à 70 000 hommes, sans compter la légère infanterie et la cavalerie. C'était une immense, rugissante masse d'acier,
surpassant les forces de César d'un facteur d'1,5. Mais les chiffres ne disent pas l'essentiel. Beaucoup de soldats dans l'armée ennemie étaient des déserteurs de l'armée de César lui-même. Ils savaient que, en cas de défaite, les attendait une exécution douloureuse sur la croix, et cette connaissance les transformait en fous furieux, n'ayant rien à perdre. L'air au-dessus de la vallée tremblait de tension, et même les oiseaux avaient fui cet endroit, sentant l'approche de la tempête. Habituellement, avant la bataille, les généraux prononçaient des discours inspirants, promettant or et gloire. Mais ce jour-là, face à la supériorité écrasante de l'ennemi sur la colline, César resta silencieux, conscient que les mots n'avaient plus de poids. Les sources antiques, comme Suétone, soulignent que César s'était toujours appuyé sur la vitesse et la surprise. Mais ici, sous Munda, il se retrouvait privé de ses atouts principaux, forcé de jouer selon les règles imposées par l'ennemi. Le regard de César glissa sur les rangs de son célèbre 10e Légion, ses favoris, postés sur l'aile droite. Ils étaient vieux, leurs visages couverts de cicatrices et leurs armures usées par des centaines d'affrontements. Ces hommes avaient traversé avec lui feu et eau, mais aujourd'hui, dans leurs yeux, se lisait non pas l'ardeur habituelle, mais une lourde, plombée fatigue. Le soldat ayant servi son terme complet et resté volontairement dans l'armée s'appelait Evocatus. C'étaient des machines de guerre vivantes, l'ossature de l'armée. Des hommes pour qui la vie civile était devenue étrangère, et le cliquetis des épées, la seule musique compréhensible. C'est précisément sur ces vétérans que César misait sa principale chance, espérant que leur expérience l'emporterait sur la supériorité numérique et la fureur des ennemis condamnés à mort. Le silence avant la bataille devenait intolérable, pesant sur les oreilles plus fort que le fracas. Soudain, du côté de la colline ennemie retentit un son prolongé et grave des trompes de guerre, au point que la terre elle-même sembla vibrer sous les pieds des légionnaires. C'était le signal. Labienus n'attendit pas que César conçoive un plan rusé. Il lança le défi ici et maintenant, forçant le grand stratège à accepter le combat dans les conditions les plus défavorables de sa vie. Et à cet instant, alors que les premières lignes se mirent en mouvement, l'histoire se figea, prête à consigner l'une des pages les plus sanglantes de l'Antiquité. Le soleil d'Espagne ne se contente pas d'éclairer. Il pèse sur les épaules des légionnaires comme une plaque chauffée à blanc, transformant l'attente de la bataille en une torture au feu lent. Chaque soldat dans l'armée de César porte sur lui un fardeau égal au poids d'un loup adulte. Environ 40 kg d'équipement qui s'enfonce dans le corps et frotte la peau jusqu'au sang avant même le premier coup d'épée. Les reconstitutions modernes et les pesées d'artefacts archéologiques confirment que l'équipement complet de marche, incluant armes, armures et outils, transformait l'homme en une bête de somme, capable de parcourir 30 km par jour et d'entrer immédiatement en combat. Ce bagage personnel, comprenant casseroles, provisions et outils de terrassement fixés sur une perche spéciale, s'appelait Sarcina. Les légionnaires se surnommaient plaisamment « mulets de Marius », en l'honneur du réformateur de l'armée, mais aujourd'hui ces mulets devaient se muer en lions enragés, sinon leurs os blanchiraient à jamais dans cette vallée calcinée. Mais le fardeau le plus important n'était ni la nourriture ni la tente, mais 2 projectiles mortels que chaque guerrier serrait dans ses paumes moites. Les archéologues trouvent les pointes de ces javelots partout en Europe, et leur conception témoigne de la cruauté géniale de l'ingénierie romaine. La longue tige de fer était délibérément faite de métal mou pour qu'elle se plie et se coince dans le bouclier ennemi à l'impact, rendant la protection un fardeau inutile. Cette lourde lance de jet, capable de percer armure et hommes derrière, s'appelait pilum. Quand des milliers de tels javelots s'envolaient vers le ciel, ils formaient un nuage sifflant de mort, suivi d'un bruit sourd, écœurant de coups contre le bois et la chair humaine. Un son impossible à oublier ou à confondre avec quoi que ce soit d'autre.
Les estomacs des soldats se nouaient non seulement de peur, mais aussi d'une faim banale, car l'intendance dans cette campagne tenait à un fil. L'auteur des commentaires sur la guerre d'Espagne mentionne que les légions étaient souvent forcées de fourrager, en arrachant la nourriture aux habitants locaux, ce qui transformait la guerre en une poursuite infinie d'un morceau de pain. La ration céréalière principale, distribuée aux soldats et qu'il devait moudre et cuire lui-même sur des pierres, s'appelait frumentum. Ce matin-là, beaucoup mâchaient des galettes sèches et insipides, conscientes que ce dur morceau de pâte pouvait être leur dernier repas en ce monde, le carburant pour un unique assaut vers leur destin. César comprenait parfaitement que ces hommes étaient épuisés, mais ce qui l'inquiétait encore plus, c'était ce qui se passait dans les têtes de ses officiers subalternes. Quitius Labienus, posté sur la colline en face, connaissait chaque centurion de l'armée de César, connaissait leurs habitudes, leurs signaux, et, ce qui était le plus terrifiant, leur peur. C'était un duel psychologique, où l'ennemi lisait tes pensées avant même qu'elles ne se formulent en ordre, comme jouant aux échecs avec son propre reflet dans le miroir. L'officier commandant une unité de 80 ou 100 hommes et constituant la colonne vertébrale de la discipline romaine s'appelait centurion. C'est précisément sur les épaules de ces hommes, dont les casques étaient ornés de crêtes transversales, que reposait la tâche de maintenir la formation, quand l'ancien commandant Labienus commencerait à crier des ordres qu'ils avaient l'habitude d'exécuter sans discuter, mais qui, à présent, leur portaient la mort. Entre les deux armées s'étendait, non pas une simple bande de terre, mais une basse plaine perfide et marécageuse. Un ruisseau qui semblait inoffensif pour l'instant, mais pouvait devenir la tombe de l'assaillant. Traverser un tel obstacle sous le tir de l'ennemi occupant la hauteur contredisait toutes les lois de la science militaire décrites déjà par Végès. La formation se brise, les boucliers s'abaissent, et le soldat devient une cible idéale. Un tel lieu défavorable et dangereux pour le déploiement des ordres de bataille en tactique romaine s'appelait locus inicus. César regardait cette basse plaine et comprenait que Labienus l'avait délibérément laissé devant lui comme une gueule ouverte de piège, invitant son ancien ami à faire le pas fatal et à s'embourber dans la boue sous une grêle de flèches et de pierres. Le temps ralentit, transformant les secondes en heures, tandis que la poussière de milliers de sandales se déposait lentement sur les cuirasses de bronze. Dans ce silence, on entendait distinctement les prêtres achever leur rituel, scrutant les entrailles des animaux sacrifiés à la recherche de signes des dieux. Mais les dieux restaient muets ce jour-là, laissant les hommes décider eux-mêmes de leur sort par le fer et le sang. Les haruspices, devins de l'avenir par les viscères, secouaient la tête, ne trouvant aucun présage favorable, ce qui ne faisait qu'accroître la sombre détermination des vétérans de la 10e Légion, habitués à compter sur leur général plus que sur les caprices de l'Olympe. Et voilà que, lorsque le soleil atteignit le zénith, jaillit le premier ordre, et la gigantesque machine du légion romain, grinçant et cliquetant, entama son mouvement droit vers les mâchoires de la mort qui l'attendaient. Un son strident, stridulent, trancha l'air épais de la vallée, faisant manquer un battement à des milliers de cœurs. Ce n'était ni le tonnerre, ni le cri d'une bête, mais le signal attendu et redouté à la fois. L'ordre du début de la fin. Les musiciens militaires, gonflant leurs joues jusqu'à les rougir, soufflaient dans leurs instruments, et ce rugissement métallique, se répercutant contre les collines, servait de détente à un gigantesque ressort comprimé à l'extrême. La longue trompe droite au son aigu, utilisée pour donner le signal d'attaque ou de retraite de l'infanterie, s'appelait tuba. Sa voix, ce jour-là, ne résonnait pas comme un appel à la gloire, mais comme un chant funèbre pour ceux qui, dans une heure, ne pourraient plus respirer cet air surchauffé. À travers les rangs des légionnaires, serrés épaule contre épaule, se propagea un mot comme un courant électrique.
le mot de passe de ce jour. Venus Victrix. Venus Victrix. Ce n'était pas simplement une phrase, mais une prière et un rappel. César tirait sa lignée de la déesse de l'amour et de la guerre elle-même. Et à présent, il invoquait sa divine aïeule pour attester soit son plus grand triomphe, soit sa chute. La petite tablette de bois ou de cire sur laquelle était écrit le mot de passe du jour et qui était transmise de commandant à commandant avant la bataille s'appelait Tessera. Mais en cet instant, le mot de passe n'était plus lu. Il était crié, par des lèvres desséchées, en serrant les poignets des épées si fort que les jointures des doigts blanchissaient. L'armée de César s'avança, et la terre trembla sous les coups rythmés de milliers de sandales cloutées. C'était comme la descente d'une avalanche. 8 légions descendaient dans la plaine basse, vers ce ruisseau maudit, après lequel commençait l'ascension mortelle. Mais alors, survint ce que personne n'attendait. L'auteur des Commentaires sur la guerre d'Espagne décrit le moment qui aurait pu coûter à César la totalité de sa victoire. Voyant que l'ennemi ne descendait pas de la colline à sa rencontre, mais continuait à occuper la position avantageuse, César ordonna l'arrêt. Il comprenait qu'attaquer un ennemi frais en grimpant un versant escarpé était un suicide. C'était la décision d'un tacticien froid, mais elle faillit provoquer une mutinerie. Les légionnaires, dont les nerfs étaient tendus comme des cordes, commencèrent à murmurer, maudissant la prudence et réclamant le sang. Dans les premiers rangs se tenaient les combattants les plus désespérés, l'élite de l'élite, ceux qui devaient encaisser le premier choc et ouvrir la voie aux autres. Ces guerriers ne portaient pas de lourds bagages. Leur tâche était de bondir devant la formation, d'engager le combat et de couvrir le déploiement des forces principales par leur furie et leur vitesse. Les piquiers légers d'élite, combattant devant les étendards de la Légion et entrant les premiers en contact avec l'ennemi, s'appelaient antesignani. Ils regardaient la colline où les Pompéiens se tenaient en murs compacts et ne voyaient pas simplement des ennemis, mais leurs propres reflets. Des Romains identiques, avec les mêmes armes, mais animés d'une haine forgée par des années de guerre civile. César vit la fureur dans les yeux de ses soldats et comprit. Il ne pouvait plus les retenir. La discipline craquait aux coutures, cédant la place à l'instinct bestial. Il fit un geste de la main, et l'avalanche se déchaîna. Les légionnaires se ruèrent à travers le ruisseau, éclaboussant la boue, et se mirent à escalader le versant, haletant sous le poids de leurs armures. Du haut s'abattit sur eux une pluie noire. Des milliers de javelots, de pierres et de flèches occultèrent le soleil, fauchant les rangs avant même qu'il n'ait pu porter un seul coup. C'était une ascension infernale, où chaque pas coûtait la vie d'un camarade tombé à côté avec la poitrine transpercée. La distance se réduisait à une vitesse effrayante, 100 mètres, 50, 20. L'air se remplit du sifflement des pilas, ces mêmes javelots lourds que les Romains lançaient avant le choc. Les boucliers craquaient, se brisant sous les impacts terribles. Les hommes tombaient, transpercés de part en part. Mais la formation continuait de ramper vers le haut, tel un monstre vivant, insensible à la douleur. À cet instant, la tactique mourut. Ne restèrent que la physique des corps et la géométrie de la mort. Et voilà que survint le moment de vérité. La collision de 2 murs d'acier. Le bruit de l'impact fut comme la chute d'une montagne. Bronze contre bronze, bois contre bois, chair contre fer. Les légionnaires de César ne se contentaient pas de frapper de l'épée. Ils utilisaient leurs lourds boucliers comme arme de choc, cherchant à faire trébucher l'ennemi, à le renverser, à l'écraser au sol. La protubérance métallique au centre du bouclier, avec laquelle on pouvait asséner un coup dévastateur au visage de l'adversaire, brisant le nez et faisant sauter les dents, s'appelait umbo. Dans la mêlée serrée où il était impossible d'armer un coup d'épée, ce point de bronze devenait le plus redoutable argument.
transformant les visages des ennemis en une bouillie sanglante en des fractions de secondes. Mais l'ennemi ne fléchit pas. L'armée de Labienus, profitant de l'avantage de la hauteur, tenait bon jusqu'à la mort, comme un roc contre lequel les vagues se brisent. Les vétérans de Pompée savaient qu'il n'y avait nulle part où reculer, et combattaient avec une fureur froide de condamnés. Plutarque écrit avec horreur que la bataille se transforma immédiatement en une boucherie statique, où personne ne pouvait faire un pas en arrière ou en avant. Des monceaux de corps s'amoncelaient sous les pieds, gênant les vivants. Le sang rendait l'herbe glissante comme de la glace, et au-dessus du champ de bataille s'élevait un hurlement continu, guttural, de dizaines de milliers d'hommes massacrant leurs semblables. César, observant cela depuis l'arrière, sentit un froid effroi lui serrer le cœur. Son invincible 10e légion, son espoir et son soutien, commença lentement, centimètre par centimètre, à reculer sous la pression de la masse ennemie écrasante. À cet instant, l'histoire de Rome balançait sur le fil du rasoir, prête à sombrer dans l'abîme du chaos. La machine invincible des légions, qui pendant des années broyait État et peuple, flancha soudain, grinça et commença à se disloquer sous les yeux de son créateur. La formation de la 10e Légion, cette garde de fer sur laquelle César misait toujours, trembla sous la pression monstrueuse du haut. Les hommes reculaient, leurs yeux dilatés d'horreur, cherchant des voies de retraite plutôt que des brèches dans la défense ennemie. Plutarque nous laisse un témoignage glaçant. Pour la première fois de sa vie, César vit ses vétérans, ayant traversé la Gaule et Pharsale, tourner le dos à l'adversaire. Ce n'était pas un simple recul tactique, c'était le début de la catastrophe. Une fuite panique qui, quelques minutes plus tard, aurait transformé l'armée en troupeau se ruant à l'abattoir. César comprit que crier des ordres depuis l'arrière était vain. Sa voix se perdait dans le fracas du métal et les cris des mourants. Il lui fallait devenir non pas un général, mais un symbole, un étendard vivant qu'on ne pouvait abandonner. Il sauta à bas de sa monture, se coupant toute voie de fuite, et arracha son casque de sa tête pour que chaque soldat puisse voir son visage grisonnant, déformé par la rage et le désespoir. Le manteau pourpre du général, qui en bataille servait de phare aux siens et de cible principale aux autres, s'appelait paludamentum. Comme une tache de sang sur le fond gris de la poussière, ce manteau se rua non pas en arrière, mais en avant, vers l'avalanche des épées ennemies, là où la mort moissonnait sa plus riche récolte. C'était l'acte d'un fou, ou d'un homme qui avait déjà fait ses adieux à la vie. Le dictateur quinquagénaire, dont la santé avait été minée par des années de campagne et des crises d'épilepsie, arracha un bouclier à un légionnaire éperdu et se fracassa dans le premier rang de ses soldats en retraite. Suétone rapporte ces paroles, qui fouettaient plus douloureusement que le fouet. « Voulez-vous vraiment livrer votre général à des gamins ?» Il ne se contentait pas de rester debout. Il combattait. Dans cette cohue où les grands moulinets étaient impossibles, les Romains utilisaient une technique d'attaque particulière et mortelle. Le coup de pointe du glaive, porté de derrière le bouclier et perçant les organes vitaux, laissant une plaie étroite mais profonde, s'appelait punctime. César, se rappelant sa jeunesse, portait ses coups avec une précision froide, montrant à ses soldats, s'ils voulaient fuir, il leur faudrait enjamber le cadavre de leur empereur. L'effet fut comme un coup de foudre. La vue de ce vieillard combattant en première ligne, comme un simple troupier, brûla la peur des légionnaires, la remplaçant par une honte brûlante. Les officiers et centurions, voyant leur chef à un pas de la mort, se précipitèrent vers lui, le protégeant de leur corps et boucliers. La formation, qui une seconde plus tôt était prête à se disloquer,
se figea soudain comme la pierre. Les boucliers se refermèrent avec un nouveau cliquetis furieux. La 10e Légion, mue non plus par la discipline, mais par un désir fanatique de sauver son idole, cessa de reculer et, grognant d'effort, commença lentement à refouler l'ennemi vers le versant. Mais le sort de la bataille se décida non seulement par le courage, mais aussi par une fatale erreur à l'autre bout du champ. Au cœur de ce bain de sang, sur le flanc apparut un nuage de poussière. C'était la cavalerie maurétanienne, alliée à César, sous le commandement du roi Bogude. Ils n'attaquèrent pas la formation principale, mais l'évitèrent astucieusement et frappèrent dans le dos, droit au camp des Pompéiens. Une grande unité de cavalerie, habituellement placée sur les flancs de l'armée et destinée à protéger l'infanterie sur les côtés, s'appelait Ala. Voyant la menace sur son camp et son bagage, Labienus, commandant l'armée adverse, prit une décision qui lui coûta la vie et la victoire. Il ordonna à 5 cohortes de son arrière-garde de se retourner et d'aller intercepter les morts pour sauver le camp. C'était une manœuvre raisonnable, mais dans le chaos de la bataille, où personne ne voit le tableau d'ensemble, il apparut tout autrement. Les fantassins de Labienus, en première ligne, virent que leurs camarades derrière eux se retournaient et s'en allaient. Ils ignoraient les morts, ignoraient l'ordre. À leurs yeux, cela ressemblait à une fuite. « Il fuit! Labienus fuit !» Ce cri, plus terrible que la peste, se propagea dans les rangs des Pompéiens. L'historien Dion Cassius souligne le tragisme du moment. L'armée qui gagnait la bataille se mit soudain à se disloquer à cause d'une seule manœuvre mal interprétée. César, haletant, couvert de sueur et de sang ennemi, vit trembler les rangs adverses. Il sentit cette faille, comme un prédateur sent la faiblesse de sa proie. Son épée, déjà émoussée par les coups, pointa vers l'avant. La machine de guerre romaine, ayant reçu une seconde chance, rugit et passa à l'offensive, transformant la formation organisée de l'ennemi en une foule d'hommes terrorisés. Ce qui avait commencé comme une défense héroïque se mua instantanément en une boucherie chaotique, où chacun n'était plus que pour soi. Dans cette bouillie sanglante, Labienus tenta d'arrêter les siens, mais le flot de panique était déjà irrépressible, balayant officiers et soldats dans une tombe commune. Ce qui se déroula durant les 2 heures suivantes est difficile à qualifier de bataille. C'était un massacre méthodique, industriel, qui fit frémir même les vétérans endurcis. La formation pompéienne, qui semblait encore récemment un mur monolithique, se disloqua en milliers d'individus rendus fous de peur, chacun ne pensant qu'à sauver sa vie. Avez-vous déjà vu une meute de loups acculer un troupeau de moutons dans un cul-de-sac? C'est précisément ce qui se passait sur les pentes de Munda. Les légionnaires de César, enflammés par des heures de risques mortels et la mort de leurs camarades, ne prenaient plus de prisonniers, transformant la retraite ennemie en un sport sanglant. Pourquoi les vainqueurs manifestèrent-ils une cruauté inouïe envers leurs compatriotes, violant toutes les règles non écrites de la guerre? La réponse réside dans le passé de ces hommes. Beaucoup de soldats de Pompée étaient des traîtres, qui avaient déjà reçu le pardon de César, mais s'étaient de nouveau levés contre lui. Et désormais, la coupe de la patience débordait. La célèbre stratégie politique de Clémence, selon laquelle César pardonnait habituellement aux ennemis vaincus en les transformant en alliés, s'appelait Clementia. Mais ce jour-là, ce mot fut oublié et rayé du dictionnaire. Sur le champ de Munda régnait la loi de la revanche, et chaque moulinet d'épée était une sentence sans appel. Les chiffres des pertes rapportés par les sources antiques semblent inimaginables pour une bataille d'un jour, mais ils sont confirmés par des rapports des 2 camps. L'auteur des commentaires sur la guerre d'Espagne
constate sèchement que 30 000 soldats de l'armée de Pompée restèrent étendus sur le champ. Une génération entière d'hommes romains fauchés en un jour. À titre de comparaison, l'armée de César ne perdit qu'environ 1000 hommes, ce qui ne dit pas la facilité de la victoire, mais que la masse principale des ennemis fut massacrée précisément au moment de la fuite panique, quand l'homme présente le dos et ne peut se défendre. Parmi les monceaux de cadavres qui obstruaient la vallée, au point qu'il était impossible d'y passer sans marcher sur un mort, les légionnaires cherchaient un homme précis. Titus Labienus, tacticien génial et pire ennemi de César, trouva la fin non comme un général, mais comme une bête acculée, tuée dans la cohue de la fuite. Son corps, dépouillé de son armure et de sa dignité, fut apporté à César, et regardant le visage ensanglanté de son ancien compagnon d'armes, le dictateur, selon le témoignage d'Appien, ordonna de l'enterrer avec les honneurs. Dernier geste de respect envers ce qu'avait été Labienus, et non envers ce qu'il était devenu. Les restes de l'armée défaite, environ 10 000 hommes, parvinrent à atteindre les murs de la ville de Munda, et à s'y barricader, espérant le salut derrière la maçonnerie de pierre. Mais ce que firent les poursuivants dépasse l'entendement humain et fait douter de la civilisation des Romains. Pour ne pas perdre de temps à construire des ouvrages de siège en bois et en terre, les légionnaires enragés utilisèrent le matériau qui abondait autour d'eux, les corps des ennemis tués. Le rempart défensif autour de la ville assiégée, habituellement élevé en terre et en palissade pour bloquer l'adversaire, s'appelait Vallum. Sous Munda, ce Vallum fut édifié avec des milliers de cadavres humains, disposés en rang, et au lieu de pieux, on y planta des pilas brisés et des épées, sur lesquelles, comme sur d'effroyables trophées, étaient suspendues des têtes coupées. Cette vision, un mur de mort entourant les vivants, devint l'apothéose de la guerre civile. Son vrai visage, dépouillé de tout romantisme. Les assiégés regardaient depuis les remparts les visages de leurs camarades tombés, réduits à du débris de construction, et comprenaient que personne n'aurait de quartier. Les découvertes archéologiques dans cette région, incluant des fosses communes avec des signes de mort violentes, confirment l'extrême cruauté de la phase finale de la guerre. Le soleil, enfin, commença à se coucher, inondant le champ de bataille d'une lumière crépusculaire, impossible à distinguer du sang qui avait imprégné la terre espagnole sèche sur un empan de profondeur. Le bruit de la bataille s'apaisa, remplacé par les gémissements des blessés et le croassement rauque des corbeaux, accourant à un festin qu'ils n'avaient pas vu depuis la bataille de Cannes. César se tenait au milieu de cet enfer, survivant, victorieux, mais infiniment seul. Il avait gagné sa dernière bataille, mais le prix de cette victoire était tel que même le fer de ses légions semblait fatigué de tuer. Devant lui s'étendait la nuit, qui devait cacher les horreurs de cette journée, mais l'histoire avait déjà gravé à jamais ce moment, comme le point de non-retour pour la République romaine. Lorsque la poussière au-dessus de la vallée de Munda se déposa enfin, Jules César prononça des mots que Plutarque a conservés pour l'éternité. Des mots résumant l'horrible bilan de cette journée. Le général dit à ses amis qu'il avait souvent combattu pour la victoire, mais qu'aujourd'hui, pour la première fois de sa vie, il avait combattu pour son existence même. Cette phrase n'est pas un bel artifice rhétorique, mais l'aveu d'un homme qui a regardé dans l'abîme et n'y est pas tombé par miracle, réalisant que même sa chance divine a ses limites. La victoire à Munda fut le point final de la guerre civile, mais elle fut aussi le bûcher funéraire de la République romaine, dont les cendres couvraient désormais les bottes des légionnaires. Le retour à Rome n'apporta pas le soulagement attendu par les citoyens fatigués de sang. César célébra un triomphe, mais ce fut un spectacle étrange, accablant,
très différent des fêtes après les victoires sur les Gaulois ou les Pontiques. L'entrée solennelle du général dans la capitale, avec exhibition de trophées et de prisonniers, suprême récompense du monde romain, s'appelait triomphe. Mais plus tard que note avec amertume que le peuple resta silencieux en regardant passer les légions. Car cette fois, dans les chaînes, on menait non pas des barbares, mais des fils de Rome, et les chariots ployaient non pas sous l'or étranger, mais sous les armes enlevées aux morts compatriotes. Ce fut précisément Munda, par son extrême cruauté et sa démonstration que César était impossible à vaincre sur le champ de bataille, qui poussa ses ennemis à une autre résolution. Les sénateurs, voyant le dictateur tailler lui-même les ennemis en première ligne, comprirent. Tant qu'il vivrait, la République était morte, et aucune armée ne suffirait à l'arrêter. Le titre suprême que le Sénat, brisé par la peur, conféra à César peu après la bataille, et qui officialisa à jamais son pouvoir absolu, s'intitulait « Dictator perpetuo », dictateur à vie. Ce titre, gravé sur les monnaies, devint son arrêt de mort, car il ravissait à l'aristocratie son dernier espoir d'une alternance légale du pouvoir. Le destin joua à ce plus grand Romain une mauvaise farce digne de la plume d'un dramaturge grec. L'homme qui survécut au carnage de Munda, parant de son bouclier les assauts de centaines d'ennemis enragés, périra exactement 1 an plus tard, le 15 mars de l'an 44, non sur un champ de bataille, mais au cœur de Rome, sous les poignards de ceux qu'il croyait des amis pardonnés. Suétone décrit comment l'ironie de l'histoire boucla la boucle. César s'effondra mort au pied de la statue de Pompée, cet ennemi même dont il avait anéanti les fils en Espagne, comme si le fantôme du vieil adversaire avait porté son dernier coup. Mais la signification de la bataille de Munda dépasse de loin la biographie d'un seul homme. C'était le moment où le monde antique comprit définitivement le temps du gouvernement collectif était terminé. Commençait l'ère des empires, où tout se décidait par la volonté d'un seul leader et la fidélité de ses légions. La dure leçon de Munda, où la victoire échut à celui qui était prêt à mourir le premier, forma la base d'une nouvelle doctrine militaire romaine qui transforma l'armée en instrument de pouvoir absolu. Et maintenant, alors que nous avons parcouru ce chemin sanglant du début à la fin, regardez votre vie à travers le prisme de cette vallée espagnole poussiéreuse. Nous avons commencé avec l'image d'un grand souverain qui fut forcé de devenir un simple soldat pour survivre. Cette histoire nous laisse avec une question qui résonne en écho à travers les millénaires. Si l'homme le plus puissant de l'histoire, qui possédait la moitié du monde, n'a pas craint de descendre dans la boue, de prendre en main un bouclier étranger et de risquer tout pour une unique chance, quel droit avons-nous de baisser les bras devant nos problèmes, bien moins mortels? Qu'est-ce qui reste en nous, hommes modernes, de cette volonté de faire qui pousse un homme à tenir jusqu'à la mort, même quand tout le monde semble s'effondrer droit sur sa tête? Peut-être la réponse à cette question est-elle la seule chose qui vaille vraiment la peine d'emporter de l'histoire de la bataille de Munda.